quand j'ai pris 50 livres au cours des 2, 3, 4 dernières années, puis que je continue à me dire c'est pas si dramatique que ça, parce que dans le fond, si je perdais 50 livres, ça serait juste esthétique, ben ça en est une forme de bullshit. Je veux te dire que arrête de penser que t'es brisé, arrête de te fouetter, arrête de penser que tu manques de discipline. Parce que pour réaliser tout ce que tu as réalisé dans les dernières années, clairement, tu manques pas de discipline. Tu manques d'engagement. Mon corps épuisé a créé un contexte d'épuisement pour mon organisation. C'est intéressant, n'est-ce pas? C'est pas de la faiblesse, c'est de la biologie. Quand mon corps, biologiquement parlant, est plus capable de suivre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas bien. Bienvenue sur Curiosité radicale. Mon nom est Justin Lévesque et c'est avec grand plaisir qu'on est rendu à l'épisode 12. Aujourd'hui, épisode intitulé « T'as réussi » et ton corps, lui, est pas pleinement convaincu. C'est déjà le 12e épisode et c'est surtout l'avant-dernier épisode de la saison 1 de Curiosité radicale. On a parcouru un long chemin et on en est rendu aujourd'hui à commencer à attacher tous ces morceaux-là ensemble. Et pour faire ça, j'ai envie de te parler d'une personne qu'on accompagne depuis quelques mois maintenant. En fait, depuis quelques années, mais de façon plus précise, autour de vitalité et performance, moins en contexte de leadership, davantage en contexte de vitalité, devrais-je plutôt dire, Sophie. Sophie qui est un nom d'emprunt. Je vais t'en parler sans être trop spécifique parce que je ne voudrais pas qu'on puisse l'identifier. Et Sophie, c'est la présidente de son organisation, c'est la fondatrice de l'organisation en question. C'est elle qui sert de visage pour son organisation, c'est-à-dire que c'est elle qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est elle qu'on voit à la télé, à la radio, etc. C'est une femme engagée, c'est une femme qu'on voit émettre son opinion, débattre d'idées. Une femme extrêmement intelligente qui a cette capacité de challenger et de demeurer bienveillante. C'est le genre de personne avec laquelle tu peux débattre sans forcément te retrouver dans des jeux bas de gamme là, où finalement on commence à s'insulter parce qu'on n'est pas d'accord, mais on n'a plus d'arguments. Alors Sophie, une femme intelligente, fondatrice, présidente, c'est une battante, une femme énergique qui est déterminée. Et dans la dernière année, il a vécu beaucoup de challenges sur le plan personnel, sur le plan professionnel, rupture amoureuse, décès dans sa vie personnelle, des enjeux qui se sont transposés dans sa vie professionnelle, parce qu'une des prises de conscience qu'elle a faites, c'est que quand mon énergie, moi, comme femme, diminue, étrangement, les résultats de mon organisation diminuent aussi. Et ça a amené une foule de remises en question. Puis une question qui, quand on a commencé à travailler ensemble dans un contexte de vitalité qui était très présente chez elle, c'est-tu vraiment ça que je veux? Puis des fois, ça s'exprimait sous est-ce que c'est vraiment toute cette énergie-là juste pour tout ça? Ça laissait croire que pour Sophie, les résultats avaient un goût amer, avaient un impact qui n'était pas forcément optimal, positif dans sa vie personnelle. Et c'est un peu ça qui l'a attiré vers notre approche quand on lui a parlé de vitalité consciente, quand on lui a parlé de la capacité qu'on avait chez nous d'accompagner les leaders à allier vitalité et performance. Vitalité et performance, ça veut dire opérer d'une façon qui respecte le fait que je suis humain et que j'ai besoin de me régénérer, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de paramètres pour être capable de performer sur le long terme. Alors au début de notre parcours ensemble, on a eu un échange authentique, empathique, honnête. Parce que dans le fond, si on n'est pas dans la vérité, si on n'est pas dans l'authenticité courageuse et radicale, on est en train de se raconter des histoires, de la bullshit, comme on dit. Et à partir de là, on ne met pas en place ce qu'il faut pour être capable de transformer notre réalité.
quand j'ai pris 50 livres au cours des 2, 3, 4 dernières années, puis que je continue à me dire c'est pas si dramatique que ça, parce que dans le fond, si je perdais 50 livres, ça serait juste esthétique, ben ça en est une forme de bullshit. Ça en est une forme d'histoire que je me raconte pour essayer de me donner l'impression que c'est pas si pire que ça, ma réalité, mais dans le fond, c'est bien pire que je pense. Donc, elle a pris conscience que elle a un titre, elle a un rôle bien en vue, elle a une excellente réputation, elle comme leader, son organisation aussi a une excellente réputation. Pas juste réputation, mais aussi beaucoup d'impact, c'est-à-dire qu'elle a une grande valeur ajoutée dans notre société. Les résultats sont là, quoi qu'à la baisse depuis à peu près 18 mois. Et quelque chose qui ressortait pour elle, c'est hey, il y a une foule de gens qui comptent sur moi. Elle n'a pas des employés, elle a des familles. Elle contribue au bien-être de certaines familles. Évidemment, ce que ça fait, c'est que ça lui donne une posture où elle prend soin des gens et de leur environnement, mais en même temps, quand il arrive un coup dur, on est plus dans l'ordre de dire « Oh, c'est pas juste Paul dans mon équipe, c'est Paul avec sa femme, puis ses 2 enfants, puis son chien, puis son chalet, puis sa maison. » Donc, tout ça, ça devient de plus en plus lourd pour elle. Quand j'ai ramené la lumière vers elle, parce qu'elle me parlait beaucoup de son environnement, elle me parlait beaucoup de son impact, elle me parlait de son équipe, etc., de son organisation, quand on a tourné la conversation vers elle, puis qu'on s'est mis à creuser, on s'est rendu compte que Sophie a pris du poids, beaucoup de poids dans les dernières années. Elle est passée d'une femme en forme à une femme, on va dire, ronde, pour ne pas dire très ronde. C'est pas bien ou mal, c'est pas une question d'esthétisme ici. C'est une question de santé. Donc, pour Sophie, prise de conscience, surpoids, je me sens pas bien dans mes vêtements, j'ai besoin des nouveaux vêtements. J'ai un crash d'énergie en milieu d'après-midi, j'ai de la misère à m'endormir certains soirs. Il y a d'autres soirs où je m'endors quasiment en touchant l'oreiller parce que je suis complètement épuisé, mais je me lève la nuit pour aller à la salle de bain. Finalement, après ça, je vis de l'insomnie. Et régulièrement, quand je me lève le matin, j'ai un brouillard mental. Mon corps tire de la patte, même si ma tête, mon mental, voudrait continuer à pousser la machine. Et on en est venu à une question puissante, une question importante pour Sophie, mais pour les gens qu'on accompagne, c'est une question qui sert de point de bascule. Et c'est elle qui se l'est posée elle-même. C'est encore plus puissant. Et la question qui l'habitait, c'est comment se fait-il qu'on puisse réussir autant vu de l'extérieur et se sentir autant à bout? Puis ça, c'est son expression à elle. Je me sens à bout à l'intérieur. Puis aujourd'hui, c'est à cette question-là que j'ai envie de répondre. Comment se fait-il qu'on peut réussir comme leader et qu'on puisse être autant épuisé à l'intérieur? Donc, réussir de l'extérieur, être épuisé, fatigué de l'intérieur. La première chose à comprendre, c'est que chez les leaders qui sont capables de performer, de livrer les projets, de faire avancer les choses, quand le corps est épuisé de l'intérieur, surpoids, fatigue chronique, inflammation chronique, mauvaise alimentation, pas de mouvement, etc., 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 ce que je vois, c'est des leaders qui utilisent le corps comme une ressource. Ils traitent le corps comme un esclave, comme une ressource, plutôt que comme un temple. Et quand je traite mon corps comme une ressource, comme un esclave, je ne suis pas tellement à l'écoute de mon corps. Et au final, il ne faut pas s'étonner que la facture à payer devient, avec le temps, de plus en plus importante. Et notre société essaie de nous laisser croire que si je ne réussis pas à la hauteur de mes attentes tout en étant en forme, c'est parce que je manque de discipline. À aucun moment, on remet en question le modèle de performance. Et aujourd'hui, moi, c'est ça que je fais. Je veux te dire que arrête de penser que tu es brisé, arrête de te fouetter, arrête de penser que tu manques de discipline. Parce que pour réaliser tout ce que tu as réalisé dans les dernières années, clairement, tu ne manques pas de discipline. Tu manques d'engagement, pas envers tes objectifs, envers ta santé. Et c'est là que le modèle doit être visité. C'est là que le modèle devient problématique parce que pousser, ça vient avec de l'épuisement.
Le système s'effondre, le corps s'effondre, le corps se fatigue, et à partir de ce moment-là, il n'y a plus question pour lui d'être capable de suivre. En 2012, je me suis levé un matin, je venais de dormir, 8-9 heures. Je suis allé à la salle de bain, je suis revenu, je me suis couché, je pleurais, je me souviens. Et j'avais dit à ma partenaire de l'époque, je suis complètement claqué, je suis épuisé. Et dans son système de survie à elle, ça a amené, mais écoute, on avait 4 enfants en 2, mon fils et 3 filles. La préoccupation, c'était comment on va continuer à payer nos affaires. C'était pas comment Ghislain va se remettre en santé. Mais c'est pas bien ou mal, hein, c'est pas une pierre que je lui lance. J'étais dans le même état d'esprit qu'elle. Et j'ai pris quelques mois plus tranquille en continuant à prendre moins de dossiers, mais en continuant à faire mes choses. Mais étrangement, à un moment donné, mon pipeline de projets s'est épuisé au même rythme que mon corps. Mon corps épuisé a créé un contexte d'épuisement pour mon organisation. C'est intéressant, n'est-ce pas? Et finalement, la roue est repartie. Plus tard, j'ai vécu une rupture avec cette femme-là. Une foule de situations personnelles et professionnelles, et j'ai vécu un deuxième épuisement qui aura duré 18 mois. Et en cours de route, j'ai réalisé que je n'étais pas dans un deuxième épuisement, j'étais toujours dans le premier. Cette culture d'épuisement qui vient avec mon corps, c'est une ressource, mon corps, c'est mon esclave, fait partie du problème. C'est pas de la faiblesse, c'est de la biologie. Quand mon corps, biologiquement parlant, est plus capable de suivre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas bien. Je manque d'écoute, assurément. Et je manque d'alliance avec mon outil le plus important, c'est-à-dire mon corps. Donc, utiliser le corps comme une ressource, ça fait partie du problème. Et il y a 3 grands mouvements très populaires dans notre société moderne, qui est la culture de l'épuisement, dont je suis en train de te parler, où on glorifie justement le surménage. Ah, tu dors pas beaucoup, tu es complètement débordé. Les gens sont fiers de nous dire à quel point leur agenda est plein. Comme si être débordé, c'était une badge d'honneur à porter et que cette badge d'honneur-là voulait dire, moi, j'ai une valeur. Je compte pour vrai parce que dans le fond, je suis hyper débordé. C'est Warren Buffett, dans une entrevue, je pense qu'il était avec Bill Gates, il était interviewé, et il disait « Busy is the new stupid ». Hein, être occupé, c'est la nouvelle stupidité. Traduction libre, évidemment. Et dans le fond, ce qu'il disait, c'est de plus en plus, le leader moyen a perdu le luxe d'introspection, de réflexion et de stratégie. On est tellement occupé à cocher les tâches d'une liste qu'on ne réalise pas que tout ce qu'on fait, c'est être occupé, mais ça ne veut pas dire qu'on est efficace. Donc, le corps traité comme un esclave avec un paradigme relié à la culture de l'épuisement, ça explique le surpoids, la fatigue chronique, l'inflammation chronique, etc., les maladies, entre guillemets, associées aux personnes vieux ou vieilles. Il y a aussi tout le réflexe de la perfection. La personne en situation de high achievement, les high achievers, ceux qui aiment performer, que c'est dans leur ADN et j'en fais partie, j'ai fait la paix avec ça, je serai jusqu'à la fin un performeur. La question, c'est est-ce que j'aurai la capacité de performer et d'être en alliance avec mon corps, plutôt que de performer et d'utiliser mon corps comme mon esclave. Donc, le réflexe de la perfection, c'est que, hey, on ne fait pas les choses à moitié. Ça fait partie des forces, d'ailleurs, des gens qui sont des high performers, cette capacité à livrer des choses de grande qualité. Le problème, c'est qu'à un moment donné, la perfection devient une épine dans le pied parce qu'elle te demande de dépenser de l'énergie plutôt que de l'investir. Je dépense de l'énergie quand je mets beaucoup d'énergie à améliorer quelque chose qui, dans le fond, serait juste
parfait dans l'état où il est. Mais parce que moi, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur du jugement, j'ai peur que si je lève le pied, quelque chose s'effondre, je mets de l'énergie à améliorer quelque chose qui n'a plus tellement besoin d'être amélioré. Et finalement, il y a le syndrome du repos mérité. Alors, celui-là, il est insidieux. Il a l'air plus raisonnable en apparence. Je vais me reposer quand j'aurai fini. Sauf que le problème, c'est que la liste, elle se vide jamais. Il y a toujours un autre courriel, une autre décision, un autre dossier, un autre projet. Puis dans ce contexte-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que le repos, il devient conditionnel. La récupération devient une récompense, pas une stratégie. Et là, ça devient problématique. Pourquoi? Parce que ton corps, lui, il apprend à jamais vraiment récupérer. Il apprend à attendre, à tenir, à endurer, jusqu'à ce qu'il s'épuise. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en alliance avec le corps. On utilise le corps comme un moyen d'arriver à ses fins. La récupération, ce n'est pas une récompense. La récupération, ça fait partie intégrante de la performance durable. Le leader humaniste, celui ou celle qui sait allier humain et performance, et non pas humain ou performance, va intégrer la récupération en cours de journée, en cours de semaine, en cours de mois, en cours d'année. Pourquoi? Pas parce qu'il est faible, parce que cette personne-là a compris que s'il n'y a pas de récupération, s'il n'y a pas de régénération, il n'y aura pas de performance sur le long terme. Donc, utiliser le corps comme un esclave, comme une ressource, contribuer à la culture de l'épuisement, au réflexe de la perfection, puis au syndrome du repos mérité, ça ne marche pas. On a vu tout au long de la saison 1 qu'il y avait une espèce de fil conducteur. Ça commençait avec la curiosité radicale, apprendre à observer sans juger. Puis après ça, ça nous a amené à voir que, oups, dans mes patterns, dans mes schémas répétitifs, il y a des moments où je glisse sous la ligne. Il y a des moments où je deviens en mode survie, en mode pilote automatique. Et dans ces moments-là, qu'est-ce qui se passe? Je mets en place des mécanismes qui vont vider ma batterie d'énergie, qui vont user mon système nerveux, qui vont le surcharger et qui sont aux prises avec mon ego, c'est-à-dire que c'est mon ego qui mène et qui m'amène dans des réflexes de survie. Et en réflexe de survie, je n'ai pas la capacité d'utiliser mes ressources de façon intelligente, entre guillemets, créatrice. De là, ça nous a amené à explorer les 6 engagements du leadership conscient, basés sur les 6 premiers engagements du Conscious Leadership Group, jusqu'à parler aujourd'hui de vitalité, qui est dans le fond l'alliance de tout ça. Chez Vitalité Performance, qui est l'organisation derrière le podcast, le balado Curiosité radicale, on parle de vitalité consciente. Et la vitalité consciente, pour nous, c'est l'énergie qui demeure accessible après tous les réflexes de survie. Et on a identifié avec notre expérience, avec notre parcours commun, on s'est rendu compte qu'il y a 3 piliers importants à la vitalité consciente. Le premier, c'est celui du corps, la physiologie. Avoir un corps en santé, en forme, qui cesse de sacrifier sa masse musculaire, parce que c'est un phénomène qui est bien en place à partir de l'âge d'environ 35 ans. On perd de 1 à 3 % de notre masse musculaire, ce qui nous pousse rapidement vers ce qu'on appelait dans le passé des maladies, entre guillemets, de vieux. On réalise que de plus en plus de, entre guillemets, de jeunes sont aux prises avec diabète de type 2, hypertension, et on voit des maladies dégénératives touchant le cerveau, entre autres, qui touchent de plus en plus jeunes. Et il semblerait que derrière ça, je parle au conditionnel parce que je ne suis pas un expert du milieu, mais la recherche que j'ai consultée, les experts avec lesquels je travaille, mentionnent qu'il y aurait une corrélation à faire entre la perte de masse musculaire et ces maladies-là.
Donc, chez nous, on s'est dit, parfait, on va s'assurer que nos leaders sont dans la meilleure forme de leur vie. Bon, la meilleure forme de leur vie, c'est une affirmation importante. Pour certains, c'est avoir un six-pack, puis un corps bien tonifié, puis être très, très fier quand ils vont sur la plage. Parfait, excellent, pas de souci de ce côté-là. Puis pour d'autres, c'est « Hey, Ghislain, je suis en surpoids, je mesure 5 et 6, je pèse 190 livres. À 5 et 6, en santé, je devrais peut-être être plus autour de 140, 150. Je veux juste retrouver un poids santé, puis de l'autonomie, de la longévité à long terme. Pour être capable de faire ça, ouvrir mes pots de cornichons, m'asseoir, me relever, monter, descendre des marches, des escaliers, transporter mes sacs d'épicerie, tu conviendras avec moi que ça prend un minimum de force musculaire et de forme physique. Donc, on parle de force, d'entraînement en salle. On ne parle pas de jogging, on ne parle pas d'ultra de marathon, on ne parle pas de marathon, on ne parle pas de s'épuiser à courir et à faire du cardio sur un système nerveux qui est déjà épuisé. Non, non, non. On travaille intelligemment dans un parcours comme le nôtre et on s'assure de se remettre en forme et de permettre à notre corps d'être traité comme un allié, comme un temple, plutôt que comme un esclave. Donc, dans le pilier de la physiologie, on va parler de la force, donc de l'entraînement, on va parler de la récupération, du sommeil, et on va aussi parler de l'énergie sous forme de nourriture. Donc, dans le pilier de la physiologie, on apprend à mieux manger, à mieux dormir et à bouger mieux. Ensuite de ça, on va regarder tout ce qui touche la productivité parce que on ne se le cachera pas, il faut continuer à produire. Mais on va regarder la productivité sous l'angle de la posture plutôt que de la technique. Et pour nous, une posture qu'on utilise, c'est celle de la flow performance, donc l'état de flow à la base de la performance durable. Et pour ça, il faut être placé dans un état émotionnel, neuro-émotionnel optimal. Ce qui nous amène à parler de régulation du système nerveux. On met donc des choses en place pour que de façon proactive, on puisse accompagner le système nerveux et faire en sorte que le système nerveux ne soit pas toujours en mode fight or flight. Notre système nerveux autonome a deux grands mouvements, c'est-à-dire celui qui nous permet d'être dans l'action, réaliser les choses, etc., le système sympathique, le système fight or flight, ou le système de régénération, d'introspection, de remise à neuf, entre guillemets, de mon corps, parce que, bon, à l'âge où je suis rendu, il ne se me remet pas à neuf vraiment, mais il se régénère. Et ça, c'est ce qu'on appelle la régulation proactive du système nerveux. On va aussi parler d'intelligence émotionnelle, donc être capable de bien gérer ses émotions, les reconnaître, ensuite les réguler. Et on va parler de flow performance. Donc, ça, c'est notre deuxième pilier. Troisième pilier, on va parler du leadership créateur. Donc, un leadership qui est axé sur la sécurité psychologique, la confiance, la collaboration, l'innovation, l'intelligence collective, etc. Intelligence collective veut aussi dire intelligence relationnelle. Et on va parler dans ce pilier-là aussi de la mise à niveau de l'identité narrative. On a la prétention d'aider nos leaders à faire ce qu'on appelle des switches identitaires. L'identité narrative, donc l'histoire que je raconte à propos de moi-même, c'est ça l'identité narrative pour nous, l'histoire que je raconte à propos de moi-même. L'identité que j'ai, donc l'histoire que je me raconte aujourd'hui, en surpoids de 20, 30, 40, 50 livres, épuisé, en train de sacrifier ce que j'ai de plus précieux, ma santé, ma famille, mes activités préférées, etc., pour performer. L'histoire que je raconte sera différente quand je serai dans une forme physique optimale, dans un état d'esprit émotionnel, mental optimal, en train d'entretenir de façon optimale les relations importantes dans ma vie. Tout ça en performant à la hauteur de mes attentes. Donc, pour être capable de transformer cette histoire-là, on vit ce qu'on appelle des switches identitaires. Et ce programme-là, il s'appelle chez nous Vitalité 360, donc une vitalité holistique 360 qui tient compte de tes besoins, de ceux de ta famille, ton écosystème personnel et de ton écosystème professionnel. 3 piliers, 9 accélérateurs, donc 3 piliers, 3 accélérateurs par pilier. Ce n'est pas important qu'on aille dans le détail. On en a parlé dans un épisode précédent. Et tout ça pour dire quoi? Qu'au final, on amène des leaders à utiliser la transformation physique
comme un jeu, comme un terrain de jeu, comme un prétexte à l'évolution, leur évolution personnelle et à leur développement de leur conscience. Te remettre en forme devient le prétexte pour regarder tes paradigmes et challenger ces paradigmes-là, les mettre à jour et mettre à jour ton identité narrative. Il y a 3 choses à retenir de cet épisode-ci, c'est 1, le corps, ce n'est pas une ressource, ce n'est pas ton esclave, c'est ton premier outil. C'est ton allié, c'est ton temple. Et je te rappelle qu'il t'envoie des signaux depuis très longtemps. Deuxième chose, c'est qu'un leader qui performe sur le long terme, qui demeure énergique sur le long terme, c'est un leader qui travaille en alliance avec les 3 dimensions. Ces 3 dimensions en même temps dont on a parlé, le corps, la physiologie, le système nerveux, la dimension neuro-émotionnelle, et le leadership créatif qui s'appuie sur les principes du leadership humaniste, du conscious leadership. Et troisièmement, il y a un modèle qui existe chez Vitalité Performance qui s'appelle Vitalité 360. Et la mise en place de tout ça, ça commence par une décision. Celle d'arrêter de traiter ton corps comme ton esclave, celle de commencer à traiter ton corps comme ton temple, comme ton allié. Alors, si tu as apprécié l'épisode aujourd'hui, abonne-toi. Et si tu connais un leader, une leader dans ton entourage qui réussit, qui travaille fort de l'extérieur, mais que tu vois bien qu'il est en train de s'user de l'intérieur, partage-lui cet épisode-là. Et peut-être que ça lui permettra de faire ce qu'on appelle chez nous, son premier switch identitaire. Merci d'avoir été là. Je te convie au prochain épisode, l'épisode 13, qui sera le dernier de la saison 1. Puis en attendant, je t'invite à faire une alliance avec ton corps. On se revoit bientôt.